Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Abdelaziz Bouteflika, lâché par l'armée en Algérie, le chef d'état-major appelle à déclarer le président inapte pour raison de santé. Plus d'1 million de Kenyans ont besoin d'aide alimentaire en raison de la sécheresse. 20 personnes sont mortes dans le nord du pays. Le gouvernement fait face à de nombreuses critiques. Et ce reportage exclusif en Sierra Leone. Dans ce pays, la pêche illégale par des chalutiers étrangers détruit les stocks de poissons. C'est un développement majeur de la crise en Algérie. Le chef de l'armée appelle à déclarer l'empêchement du président Abdelaziz Bouteflika. Le général Ahmed Gaïd Salah a demandé que la présidence de la République soit déclarée vacante en vertu de l'article 102 de la Constitution. Cet appel fait suite à une vague de contestation dans le pays depuis un mois. Les détails avec Olivier Weber. L'annonce a été diffusée cet après-midi à la télévision publique algérienne. Le général Ahmed Gaïd Salah, chef de l'état-major de l'armée et également vice-ministre de la Défense, a demandé que le président Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte. Plus spécifiquement, il a demandé que soit engagée la procédure de l'article 102 de la Constitution, quand le président de la République se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour cause de maladies graves et durables. Cette solution permettrait une sortie de crise, selon le général Salah. Si le Conseil constitutionnel suit ces recommandations, cela ouvrirait la voie à une procédure d'empêchement du chef de l'État, qui devra alors être votée aux 2/3 par le Parlement. Affaibli depuis 6 ans par les séquelles d'un AVC, le président Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, est confronté depuis plus d'1 mois à une contestation sans précédent depuis son arrivée à la tête de l'État il y a 20 ans. Les manifestations avaient poussé le président à renoncer à sa candidature à un 5e mandat et à reporter l'élection présidentielle prévue en avril. Le général Salah a qualifié aujourd'hui les revendications des manifestants de légitimes. Ces déclarations ont été accueillies par quelques klaxons dans les rues d'Alger. Si la procédure d'empêchement est votée, c'est le président du Sénat qui prendrait alors l'intérim pendant 45 jours. Et on vient de l'apprendre, le Conseil constitutionnel algérien tient en ce moment même une réunion d'urgence pour statuer sur la demande d'empêchement du président Bouteflika. Dans l'actu également, le président malien a promis de rétablir la sécurité et la justice à Ogossagoupeul, village du centre du Mali, où 160 Peuls ont été tués samedi. Vous l'avez suivi dans notre édition d'hier. Le massacre a été attribué à des chasseurs Dogon. Ibrahim Boubacar Keïta, qui a rendu visite au village hier, a reconnu que l'armée malienne n'avait pas réagi assez vite. Nous avons le devoir, les chefs de la sécurité, les chefs des militaires m'entendent, le devoir de faire en sorte que cette zone, pas seulement ici, que cette zone dorénavant ne nous donne plus les soucis qu'il nous a donnés. En cas d'alerte, je ne peux pas tolérer, je ne tolérerai plus que le mettre 1 à 2 heures avant d'être sur le lieu. Les équipes doivent être en permanence mobilisées. Nous ne sommes pas en temps de paix, nous sommes en temps de guerre. Le Turkana est au bord de la catastrophe. Une vingtaine de personnes sont décédées en une semaine dans la région à cause de la famine provoquée par la sécheresse. Depuis près d'1 an maintenant, le nord-ouest du Kenya n'a reçu aucune pluie. Les habitants majoritairement nomades appellent le gouvernement à envoyer de toute urgence des denrées alimentaires pour atténuer la crise. Reportage Ferdinand Mundi et Kilerone Mendy. Sous ces arbustes séchés se trouve le fils du vieil homme. Il est mort de faim, selon son père. Et il espère que ses autres enfants ne connaîtront pas le même sort. Je m'inquiète pour les enfants qui ont vraiment faim. Je ne peux rien leur donner d'autre que des fruits sauvages qui s'épuisent aussi. Si je n'ai pas d'aide, nous serons condamnés. Après des mois sans pluie, la nourriture et l'eau sont rares dans un tiers du pays. Cette situation est particulièrement grave dans les régions chaudes, éloignées et arides comme le Turkana. À cause de la sécheresse, plus d'1 million de Kenyans sont en danger. Et les plus vulnérables sont les enfants et les personnes âgées.
Ma fille prend soin de moi, elle sort chercher de la nourriture. Si elle en trouve, on mange. Sinon, nous dormons affamés. Ici, notre plus gros problème est la faim. Et il n'y a pas que moi. Toute la communauté manque de nourriture. Ici, des milliers de personnes survivent grâce aux fruits sauvages et à l'eau insalubre. Mais le gouvernement kényan réfute cette absence de nourriture. Un administrateur s'est vu licencié pour des raisons disciplinaires après avoir déclaré que des personnes étaient mortes de faim. Dans le Turkana, les dirigeants locaux ont maintenant peur de parler ouvertement de la sécheresse par crainte de représailles. Même un médecin qui a soigné des enfants souffrant de malnutrition n'a pas voulu en parler face caméra. Pour de nombreux Kenyans, ces démentis officiels suscitent colère et indignation. Beaucoup considèrent que cette famine aurait pu être évitée avec une planification adéquate. Dès septembre dernier, les équipes locales de gestion des catastrophes ont averti sur les risques d'une sécheresse prolongée. Mais le vice-président kényan insiste, le Kenya dispose de réserves alimentaires suffisantes pour aider tous ceux qui sont dans le besoin. Seulement, cette aide alimentaire tarde à être distribuée. Le reste de l'actualité en bref et en images. Xi Jinping a été reçu à l'Élysée par le chef de l'État français Emmanuel Macron, également convié la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. L'Europe revendique un partenariat plus équilibré avec la Chine, reposant sous la réciprocité. L'UE a plaidé aussi pour un multilatéralisme rénové. Le département américain de la Défense a affecté $1 milliard à la construction du mur voulu par le président Donald Trump le long de la frontière avec le Mexique. Cette première enveloppe fait suite à la procédure d'urgence nationale déclenchée en février par Donald Trump après les refus du Congrès de lui accorder le budget. Plus d'un Africain sur 3 a envisagé d'émigrer. C'est ce qui ressort d'une enquête Afrobaromètre menée dans 34 pays du continent. Les jeunes adultes sont ceux qui envisagent le plus de quitter leur pays pour, disent-ils, trouver du travail. Les destinations les plus populaires ne sont ni en Europe ni aux États-Unis, mais dans d'autres pays sur le continent africain. Aux États-Unis, la justice abandonne les poursuites contre l'acteur Jussie Smollett. Il est accusé d'avoir mis en scène sa propre agression homophobe et raciste. L'acteur avait été limogé de la série télé Empire. Et ils sont des experts et des activistes. Et ils tirent une sonnette d'alarme. Les réserves de poissons au large des côtes d'Afrique de l'Ouest sont menacées. En cause, une flotte de chalutiers étrangers, notamment de la Chine. Ces navires sont accusés de pratiquer une pêche industrielle intense qui dégrade les fonds marins. Reportage au Sierra Leone, Paul Adams, Lamine Kankubo. Aboubacar jette le filet à l'eau depuis l'aube, mais le résultat de ses efforts est loin de le réconforter. Nous ne sommes pas contents, dit-il, c'est dérisoire comme prise. Le bon poisson est parti, explique Aboubacar, ça a été emporté par des chalutiers venus de loin. Alors qu'attend-il des autorités ? Nous voulons que le gouvernement chasse ces gens d'ici, qu'ils arrêtent de pêcher dans ce pays. La Sierra Leone dépend étroitement de la mer pour se nourrir et pour employer certains de ses bras valides. C'est un pays éprouvé par la pauvreté. Il a été déchiré par la guerre civile dans les années 90 et plus récemment la fièvre Ebola. Mais le pays doit gérer désormais une nouvelle crise, le dépeuplement de ses fonds marins. À ce propos, les inquiétudes d'un expert, Percy Showers de l'Université de Sierra Leone. Une fois que l'écosystème est déséquilibré, une fois que c'est détruit, explique Percy, c'est presque impossible à restaurer. Même si on arrête la pêche pendant des décennies, il faudra longtemps pour régénérer les réserves de poissons. Ici, notre reporter a la remorque d'un navire de patrouille. Nous partons sous le couvert de la nuit, explique-t-il. Sinon, comme on nous l'a dit, il y a des gens à Freetown qui iront alerter les chalutiers sur cette opération de patrouille. Et aussitôt que nous avons mis le cap pour l'opération, des images satellites permettent de voir des chalutiers se disperser, s'éloignant vers la haute mer. Nous nous lançons à leur suite et au bout du compte, 2 bateaux chinois sont arraisonnés. Ils sont suspectés de pratiquer le chalutage par paire, ce qui se fait à l'aide d'un filet traîné sur un intervalle de 300 à 400 mètres par 2 navires qui pêchent en couple côte à côte. C'est une méthode de pêche bien efficace, mais aux conséquences écologiques catastrophiques, comme le reconnaissent les inspecteurs de l'État. Mais cela est-il suffisant ? Réponse de l'inspecteur de pêche Ndolo Momo.
On pense quelquefois avoir fait de son mieux, dit-il, et vous arrivez à port et vous entendez des plaintes. Les entrepreneurs de la pêche nous disent toujours « Pourquoi arraisonnez-vous mon navire? Pourquoi toujours agir de la sorte ?» Pendant 3 jours ici, l'équipe de la BBC a pu constater le recours à des méthodes de pêche à l'aveuglette, ce qui est préoccupant pour la Sierra Leone dont les réserves de poissons sont menacées. À Freetown, le gouvernement soutient qu'il s'emploie à s'attaquer au problème, un problème facilité par un système gangréné par la corruption et par d'autres lacunes. Emma Koa, ministre de la Pêche. Nous irons au fond de l'affaire, dit-elle. C'est une promesse que je fais à moi-même et aux Sierra-Léonais. Après notre passage, les chalutiers chinois arraisonnés ont été inspectés. Ils sont blanchis du soupçon de pratiquer le chalutage par paire, mais ils perdent leur permis pour raison d'insalubrité. Et pour tout le mois d'avril, le gouvernement interdit la pêche industrielle, ce qui est sans précédent dans le pays. Mais ce sont là des mesures insuffisantes, puisqu'il en faut bien plus pour sauver les précieuses réserves de poissons en Sierra Leone. Et on retrouve Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. En Afrique, l'actualité du football est dominée par le deuxième retour des éliminatoires du tournoi olympique de Tokyo. Et aujourd'hui encore, quelques équipes se sont qualifiées pour le 3e tour. Tout à fait, comme le Soudan qui est allé faire match nul au Kenya, mais les Soudanais avaient assuré l'essentiel au match aller en gagnant 2-0. Donc le Soudan sera l'une des 16 équipes qualifiées pour le 3e tour, un 3e tour éliminatoire qui aura lieu au mois de juin prochain. Le Zimbabwe également a décroché son billet grâce à cette victoire cet après-midi 2-0 à domicile contre le Mozambique. Le Ghana devrait faire de même car après 76 minutes, le match entre le Gabon et le Ghana était à 0-0. Mais les Ghanéens, qui jouent à 10 d'ailleurs, après l'expulsion d'un de leurs joueurs cet après-midi, les Ghanéens avaient fait l'essentiel en gagnant 4-0 chez eux. Et le Burundi menait après 76 minutes de jeu 1-0 sur la pelouse du Congo. Si le score en restait là, le Burundi serait également qualifié pour le 3e tour éliminatoire. Sur le vieux continent en Europe, donc, c'est bien sûr la 2e journée des éliminatoires de l'Euro 2020 qui tient la vedette. Hier soir, après un 5-0 contre la République tchèque, eh bien l'Angleterre a remis ça. Une victoire au Monténégro, 5-1. Malheureusement, ce match a été émaillé par des incidents, des chants racistes à l'encontre de 2 joueurs anglais, Danny Rose et Raheem Sterling. Raheem Sterling, d'ailleurs, auteur du 5e et dernier but anglais et qui a célébré son but face à certains supporters monténégrins. Et bien évidemment, la première question d'après-match posée à Raheem Sterling concernait ces incidents. Ma célébration est simplement pour leur montrer qu'il va falloir un peu plus que critiquer ma couleur de peau et ce à quoi je ressemble physiquement pour nous battre. Il va falloir venir nous affronter sur le terrain et nous battre footballistiquement. Yeah, just give them something to talk about, really. Je ne suis pas l'autorité en la matière. Je suis un homme blanc, d'âge moyen, qui parle de racisme. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment... Je trouve juste que c'est un sujet très difficile à aborder. Moi, la seule chose que je souhaite, c'est que mes joueurs continuent à aimer jouer au football et ne soient pas marqués par ces expériences. Et l'UEFA, d'ailleurs, va engager une procédure disciplinaire contre le Monténégro. On connaîtra la sanction le 16 mai prochain. Sinon, hier soir, la France a battu l'Islande 4-0. Le Portugal a fait match nul à domicile 1-1 contre la Serbie. Et ce soir, eh bien, ça se termine avec l'Espagne et l'Italie qui sont en lice. 2 matchs faciles, a priori, pour les Espagnols et les Italiens, sur le papier en tout cas. L'Espagne va aller jouer à Malte. L'Italie accueille le Liechtenstein. Je vous rappelle que l'Espagne, il y a quelques jours, avait battu la Norvège 2-1 et que l'Italie l'avait emporté 2-0 lors de sa première rencontre. Ensuite, eh bien, il faudra attendre quelques mois pour la 3e journée de ces éliminatoires. Nicolas. Merci beaucoup Emmanuel. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un bar à chats, mais qu'en est-il d'un bar à corgis? L'un d'entre eux vient d'ouvrir à Bangkok, où les clients peuvent passer 1 heure à caresser et à jouer avec ces petits animaux. Ces chiens dociles et courent sur pattes. Comme dans un bar à chats, les clients peuvent en effet s'amuser avec un corgi, le prendre dans leurs bras et lui faire des bisous. Il y en a 12 à leur disposition. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous et à demain.